Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 28 septembre 2022. Dans les informations de ce jour, c'est au Palais d'État d'Yavlou que le nouvel ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a présenté ses lettres de créance au président de la République, André Rajoelina, aujourd'hui. Durant cette première rencontre entre les deux parties, divers sujets sur la coopération entre les deux pays ont été discutés, notamment le domaine de l'eau potable, de l'énergie et du développement durable. Madagascar et la France, ce sont des partenaires stratégiques et la relation entre les deux pays reste fraternelle. Cela a été prouvé par les rencontres des deux présidents des deux pays, André Rajoelina et Emmanuel Macron, selon le nouvel ambassadeur qui a montré sa volonté de poursuivre et d'améliorer la coopération entre les deux pays. Écoutons-le. C'est donc le début de ma mission. Je lui ai tout d'abord transmis les plus chaleureuses salutations du président Macron, avec lequel il s'est entretenu à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et puis nous avons abordé un certain nombre de sujets de la relation bilatérale, les priorités qui sont celles du président et la façon dont la France peut apporter sa contribution dans les problématiques qui sont celles de l'eau, de l'énergie, du développement durable. Et je crois que la France et Madagascar font déjà beaucoup ensemble et qu'elles peuvent faire encore plus à l'avenir. Et toujours concernant ces visites de courtoisie effectuées par les ambassadeurs aux chefs d'institution, l'Union européenne appuie Madagascar dans les étapes que doivent encore passer le pays pour atteindre le développement. Tel est le point discuté lors de la présentation de bilan des actions entreprises et qui doivent être effectuées dans le cadre des relations entre Madagascar et l'Union européenne durant la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Union européenne au président du Sénat hier. Divers points ont été également abordés, notamment l'observation électorale, l'amélioration du domaine de l'éducation et de l'électrification. Plus d'explications. Nous avons pu évoquer plusieurs sujets comme le plan de développement national de Madagascar et le rôle que peut jouer l'Union européenne pour soutenir le développement du pays. Et ça comporte évidemment un certain nombre de priorités que je ne peux pas énoncer ici parce qu'elles sont nombreuses, mais nous allons nous atteler à aider le gouvernement dans la mise en place de son plan de développement. Et par ailleurs, nous avons aussi mentionné la mission de suivi électoral et le processus électoral. Et donc là encore, je compte sur le Sénat et l'Assemblée nationale pour faire des efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la mission d'observation électorale qui s'était rendue dans le pays à l'invitation du gouvernement en 2018. Surtout pour que des élections qui sont prévues dans un peu plus d'un an se tiennent de façon apaisée, transparente et inclusive. Dans les actualités de ce jour également, les photos qui se propagent actuellement sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la forme finale des infrastructures érigées dans le pays de Manzakamiadan, selon les explications d'un expert en patrimoine aujourd'hui. Il a affirmé que les palais de Manamsou et de Tchanvoul seront reconstruites similaires à leur forme initiale après les travaux d'entretien. Le ministère de la Communication et de la Culture a déjà suivi les étapes dans la collecte des avis concernant les travaux à faire, selon les explications rapportées par Adraman Anzatouf et Anzar Razonarvel dans ce reportage. Il ne s'agit pas de construire de nouvelles infrastructures, mais de reconstruire en leur état initial les anciens patrimoines dans le palais de Manzakamiadan. Tels sont les travaux effectués actuellement dans l'enceinte du palais de Manzakamiadan, selon les explications d'un expert en patrimoine en charge des travaux dans le palais. Selon cet expert, dans cette optique, il s'agit aussi d'éviter les incidents d'auparavant, comme l'incendie du palais. La forme des infrastructures qui crée les polémiques actuellement ne sera pas la forme finale des infrastructures, selon toujours les explications. Concernant le fait que les experts ne respectent pas les valeurs culturelles, il a expliqué que les experts n'entrent pas dans le domaine de la religion, mais restent des techniciens dans la responsabilité qui leur a été confiée. Cet expert a également affirmé que l'entretien et la préservation des patrimoines dans les pays développés et sous-développés ne sont pas les mêmes. Cela est inscrit dans les conventions internationales. Une raison pour laquelle les méthodes de préservation peuvent changer selon les changements climatiques, l'utilisation de la technologie, pour d'autres raisons également.
Dans les actualités diverses de ce soir, les enquêtes concernant le carburant frelaté devront également s'intéresser aux entreprises utilisant du pétrole selon les gérants de stations-service de Tuamasin. Actuellement, 2 d'entre eux ont été mis sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. Plusieurs opérateurs ont également été auditionnés par les forces de l'ordre selon les explications, raison pour laquelle ils ont apporté des explications hier sur leur façon de travailler. Reportage de Sylvain sur les images de Nzara Ranjiansou. Les stations-service de Tuamasin n'ont rien à voir dans cette affaire de carburant frelaté, selon le communiqué sorti hier. Ils effectuent les commandes et achètent au niveau des compagnies pétrolières, selon toujours cette déclaration. Les carburants passent également divers contrôles comme les procédures de dépotage mises en place par l'OMH ou Office malagasy des hydrocarbures. Le contrôle est suivi de la quantité achetée, mais aussi de la qualité et les normes à suivre à travers les équipements spécifiques. Pour autant, 2 gérants de stations-service à Tuamasin ont été mis sur mandat de dépôt le 19 septembre dernier. Ces derniers craignent qu'ils aient des fermetures de stations-service suite à cette affaire. Ils appellent ainsi l'État à effectuer des enquêtes approfondies car l'on sait que c'est du pétrole additionné à de l'acide sulfurique qu'ils mettent dans les carburants. Ils attirent l'attention des enquêteurs sur les entreprises qui utilisent du pétrole. Enfin, si des stations-service sont impliquées dans cette affaire, ils appellent à ce que la loi soit appliquée strictement à ses auteurs pour dissiper la méfiance des clients sur la qualité des carburants vendus à Tuamasin. Selon les sources, 2 gérants de stations-service de Tuamasin sont déjà sous mandat de dépôt. La plupart d'entre eux ont déjà été auditionnés au niveau de la gendarmerie nationale. On attend ainsi la suite de cette affaire et les résultats des enquêtes. 2 personnes ont été kidnappées par des ravisseurs armés le vendredi 23 septembre dernier dans la commune d'Amparatanz, dans le district d'Anzourbe. La gendarmerie de la compagnie d'Imirna Central a directement effectué des recherches. 11 des ravisseurs ont été arrêtés, un autre a perdu la vie. Les détails avec Radromananzatou et Anzara Razonarvelo. Un enfant de 15 ans et une gouvernante étaient kidnappés dans la commune d'Amparatanz, dans le district d'Anzourbe, le vendredi 23 septembre dernier. Les ravisseurs ont demandé une rançon de 200 millions. Par la suite, leur exigence a diminué jusqu'à 8 millions d'ariars. La gendarmerie de la compagnie Imirna Central a effectué des recherches après avoir reçu des plaintes concernant cette affaire. 11 personnes ont été appréhendées et une autre a perdu la vie, atteinte par des balles après avoir résisté aux forces de l'ordre. Ce serait un pimas. C'est la 5e fois que cette famille est victime de kidnapping, et ce seraient des problèmes de voisinage qui seraient à l'origine de ces faits. Par ailleurs, 5 cas de kidnapping ont été enregistrés dans le district d'Anzourbe depuis le début de l'année. Environ 120 personnes ont été déjà arrêtées, si 11 personnes ont perdu la vie selon le rapport de la gendarmerie nationale. Et beaucoup ne connaissent pas les procédures à suivre et les services à joindre en cas d'enfants trouvés ou perdus. Selon les textes législatifs concernant la protection des enfants, seuls les juges des enfants mineurs ont le droit de trancher sur le sort de ces enfants. Nous allons suivre dans ce reportage leurs procédures à effectuer. Fena Kotarsoul. Selon la loi en vigueur dans le pays, en cas d'enfant trouvé ou disparu, il faut prévenir en premier lieu les responsables de Fukuntagne. Ensuite, les personnes qui ont trouvé l'enfant ou qui ont signalé une disparition devront joindre la police des mœurs et de la protection des mineurs. Le but est de pouvoir connaître la mère de l'enfant ou de trouver des personnes susceptibles de la connaître, elle ou l'enfant, selon les explications apportées par le service de la police des mœurs et de la protection des mineurs. Le fait de trouver un enfant dont les parents sont introuvables ne signifie pas que la personne qui l'a trouvé pourrait le revendiquer, selon le chef du service de la police des mœurs. Seul le tribunal en charge des enfants mineurs peut trancher sur le sort de l'enfant. Par ailleurs, seul l'intérêt de l'enfant prime et non celui de la personne qui l'a trouvé, ni celui des centres d'accueil et encore moins celui de la police, selon les explications. Ce chef de service de PMPM appelle tout un chacun à joindre le service au sein de la police nationale s'ils sont confrontés à ce genre de cas. Toujours dans cette page sociale, l'augmentation du nombre de femmes utilisant le planning familial a permis d'éviter le décès de 2800 mères de famille. Par ailleurs, 62% des mères de famille qui utilisent la contraception choisissent les injections. L'utilisation du planning familial impacte l'amélioration de l'économie et le domaine social. Vanessa Mireille nous en dit plus.
2 830 000 femmes malgaches choisissent d'utiliser la contraception moderne selon les dernières statistiques émanant du ministère de la Santé publique. 1 47 000 grossesses ont été évitées grâce à cela. 2 800 décès durant l'accouchement ont également été évités grâce à l'utilisation du planning familial. Pour Madagascar, 62% des femmes utilisant la contraception choisissent les injections, 22% utilisent les implants et 8% des pilules. L'objectif de l'État, qui est d'augmenter à 60% le taux des femmes utilisant le planning familial jusqu'en 2023, est en passe d'être atteint puisqu'on en est à 50% actuellement selon les chiffres délivrés par le ministère de la Santé. La plateforme Wish to Action, financée par le peuple britannique, réitère sa volonté dans l'attente de cet objectif. Dans l'actualité économique de ce soir, une centaine d'opérateurs touristiques se rendent à Madagascar en octobre selon le ministre du Tourisme. Ils viendront voir les nouvelles offres pour promouvoir davantage la destination malgache. Le secteur du tourisme commence à se redresser actuellement selon les explications. Toujours un reportage de Saint-Jessena Mireille. L'arrivée d'une soixantaine d'opérateurs touristiques professionnels à Madagascar pour le mois d'octobre peut augmenter le nombre de touristes visitant le pays. Ces opérateurs touristiques viennent de plus de 15 pays différents dans le monde pour voir les nouvelles offres que propose Madagascar. Plusieurs réformes ont déjà été faites dans le domaine du tourisme dans le pays afin d'attirer des touristes, selon le ministre de tutelle, Joël Ranjemanjantu. Comme tous les pays du monde, le pays a traversé des périodes difficiles durant ces 2 dernières années dans le secteur touristique. Cela commence à se redresser actuellement. Le 27 septembre a été dédié à la célébration de la Journée internationale du tourisme. Pour Madagascar, la célébration se fera le 21 octobre à Mpefi, région Itas. Repenser le tourisme, tel est le thème de cette année. Page santé, pour l'heure actuelle, il n'y a aucun cas de variole de singe détecté à Madagascar malgré les cas constatés à l'île Maurice en juin dernier selon le représentant de l'OMS à Madagascar, le docteur Roland Moussango. L'OMS et le ministère de la Santé publique collaborent étroitement non seulement dans le cadre de l'épidémie variole du singe mais aussi pour les éventuelles épidémies qui peuvent surgir. L'OMS a donné des indications à tous les pays membres à procéder à une surveillance étroite de l'épidémie. Et dans l'actualité sportive, les Barrières de Madagascar U23 feront face à l'équipe nationale gabonaise le 23 octobre à domicile et le match retourne le 29 octobre prochain au Gabon après avoir vaincu les Pirates seychellois hier sur le score de 7-1 au stade Bareya Mamassen. Ils sont déjà prêts pour cette nouvelle étape, notamment au niveau de la préparation et les entraînements. Ils promettent de donner encore le meilleur pour le prochain match. Rappelons que les Barrières U23 ont déjà vaincu les Chécélois au match aller sur le score de 5-1 dans le cadre des qualifications pour la CAN U23. Dans les actualités internationales de ce soir, en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert aujourd'hui. Des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison avant leur jugement. France 24. Le 23 décembre 2008, quelques heures à peine après la mort du président guinéen Lansana Conté, le capitaine Moussa Dadis Camara prend le pouvoir par un coup d'État. Très vite, il promet l'organisation d'élections et assure qu'il ne s'y présentera pas. Un engagement sur lequel il revient petit à petit dans les mois qui suivent, comme dans cette interview dans son lit au camp militaire de Yao, siège de son gouvernement. La Guinée deviendra un État démocratique. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. L'opposition décide alors d'organiser une grande manifestation le 28 septembre 2009, anniversaire du référendum de l'indépendance de la Guinée. Pour marquer le coup, elle choisit le plus grand stade de Conakry et y maintient le rassemblement malgré son interdiction par le gouvernement. Face à une foule de près de 50 000 personnes, les bérets rouges de la garde présidentielle et la police s'adonnent à une répression sanglante. 156 personnes sont tuées selon l'ONU, 109 femmes violées par des militaires. Au lendemain du massacre, Moussa Dadis Camara nie toute responsabilité. Il assure avoir perdu le contrôle de l'armée. L'événement m'a débordé. Cette armée, je ne contrôle pas toutes les activités.
J'ai hérité d'une armée où la hiérarchie n'est jamais respectée, où le caporal peut dire merde à un colonel, à un général. Dire que je contrôle cette armée, ce serait de la démagogie. Moussa Dadis Camara est renversé quelques mois plus tard. Il fuit vers le Burkina Faso, où il passe plus de 10 années en exil. L'ancien président dit aujourd'hui vouloir laver son honneur. Il s'est rendu de lui-même à la justice guinéenne. À ses côtés, 10 autres anciens responsables dans le gouvernement de la junte comparaissent pour les exactions commises le 28 septembre 2009. Et l'ouragan Ian a balayé Cuba hier, laissant l'île dévastée et sans électricité. Aujourd'hui, il s'est renforcé en catégorie 4, extrêmement dangereuse, et poursuit sa trajectoire vers la Floride en état d'urgence. France 24 nous en dit plus. Dans la ville de Tampa, ces automobilistes patientent avant de récupérer des sacs de sable pour entretenir l'espoir de protéger leur foyer avant de partir. Dans cette agglomération de plus de 3 millions d'habitants, l'ordre d'évacuer a été donné à 2,5 millions d'entre eux. J'espère pouvoir récupérer autant de sacs que possible. Mais j'ai bien peur qu'au final, cela ne soit pas vraiment utile. À Washington, le président Joe Biden a approuvé une aide d'urgence pour 24 des 67 comtés de l'État. La Floride se prépare maintenant à l'arrivée de l'ouragan. Les prévisions peuvent changer, mais pour l'instant, les experts disent qu'il pourrait être très violent et que son impact pourrait mettre des vies en danger et être dévastateur. Remontant du golfe du Mexique, Ian devrait toucher une zone d'environ 160 km de long. La Floride se prépare à affronter des vents de 185 km/h et la montée des eaux. La région de Floride qui sera touchée n'a pas connu d'impact direct majeur depuis près de 100 ans. Il y a aussi une partie de la Floride où il y a beaucoup de nouveaux habitants qui n'ont jamais été confrontés à ce type de menace. Le message que je leur adresse est donc le suivant. Prenez cela très au sérieux. Écoutez les autorités. La NASA, dont le centre de tir Kennedy est menacé par l'ouragan, a décidé de mettre à l'abri la méga-fusée de la mission lunaire Artemis 1. L'agence spatiale a d'ores et déjà annoncé que, faute de fenêtre de tir en octobre, la prochaine tentative de décollage ne devrait pas avoir lieu avant novembre. Poursuivons les actualités internationales par l'Iran. Le cinéaste Asghar Farhadi, lauréat de 2 Oscars du meilleur film étranger, appelle les artistes du monde entier à soutenir les manifestants iraniens. France 24 nous en dit plus. C'est un appel à la solidarité de l'un des cinéastes les plus célèbres au monde. Alors que la contestation fait rage dans son pays, Asghar Farhadi, oscarisé pour le film Une séparation, poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'invite tous les artistes, réalisateurs, intellectuels, militants des droits civiques, du monde entier et de tous les pays, à être solidaires des femmes et hommes courageux d'Iran. En enregistrant des vidéos, en écrivant ou de toute autre manière. Un appel entendu par d'autres membres de l'industrie du cinéma iranien. Dans une lettre ouverte, il demande à tous les cinéastes du monde de soutenir les manifestations et de faire écho aux cris de ralliement des Iraniens pour la liberté. Même combat porté par Nazanin Boniadi, actrice devenue célèbre pour son rôle dans la série Les Anneaux de pouvoir. Elle dresse une liste des moyens d'aider les Iraniens depuis l'étranger. Exigez que vos représentants s'expriment sur les violations des droits humains en Iran, car il n'y a pas de possibilité de réclamer des comptes dans le pays. Deuxièmement, organisez des manifestations devant l'ambassade d'Iran de votre pays, s'il y en a une, et faites savoir au gouvernement iranien que les violations des droits humains ne resteront pas impunies. Le cinéma iranien est lui-même visé par des tours de vis du pouvoir. En mai et en juin, les réalisateurs Mohammad Rasoulov et Jafar Panahi ont été emprisonnés, motif invoqué, leur activisme qui s'opposerait à la révolution de 1979. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programme et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.